BlackRock, c'est la plus grosse arme financière que l'humanité ait jamais connue. BlackRock, ils peuvent vous abattre un pays tout entier. BlackRock, c'est l'étoile noire de Star Wars. D'ailleurs, on n'aurait pas dû l'appeler BlackRock, on aurait dû l'appeler Blackstar. Parce que fondamentalement, BlackRock, il vous fait sauter la planète. La NSA est en train de prendre le contrôle total des données mondiales pour tout ce qui concerne la crypto-monnaie. Alors je sais déjà ce que tu es en train de te dire, qu'est-ce qu'il raconte le mec, il est en plein délire complotiste. Eh bien c'est très simple, quand on observe un peu de loin ce qui se passe dans la crypto, quand on a un peu de logique, quand on a un peu de réflexion, on s'aperçoit que les États-Unis et plus particulièrement la NSA est en train de prendre le contrôle total de la donnée. Et la donnée, tout le monde le sait, c'est l'or numérique d'aujourd'hui. Et quel est le rapport avec la crypto ? Je vais tout expliquer. Salut à toi, premier podcast sur cette chaîne que d'ailleurs je vais mettre en noir et blanc parce que t'as pas vraiment besoin de me regarder, juste de m'écouter. D'ailleurs tu peux m'écouter sur YouTube mais aussi sur Spotify. Autre chose aussi, je tiens à te dire que cette vidéo est énormément inspirée d'une autre vidéo. J'aimerais créditer l'auteur sauf que sa chaîne a été shadowban, c'est-à-dire que seuls ses abonnés peuvent voir sa vidéo. Autrement dit, en fait, elle n'est pas mise en avant par YouTube et les abonnés ne reçoivent même pas de notification quand la vidéo est publiée. En gros, ils sont pas mis en avant par la plateforme. Bon, étant donné que je suis une toute petite chaîne, que je ne suis même pas encore monétisé, je ne vais pas risquer de donner son blaze et de me faire shadowban à mon tour. Donc tout a commencé par FTX qui a sauté et qui est en liquidation. Mais FTX était avant tout plein de données. Il y avait plein de comptes avec pour chaque compte un KYC, donc on connaissait toutes les données de tous les utilisateurs. On savait qui possédait quoi, etc. Et à l'époque, quand on voyait comment c'était géré, c'était du grand n'importe quoi. Et vous disiez par exemple que vous aviez un bitcoin sur votre compte et en fait c'était pas vrai, vous n'avez rien du tout. Bref, FTX était les pires fraudeurs de l'histoire. Et en plus d'être des gros fraudeurs, c'était accessoirement le deuxième plus gros donateur du Parti démocrate aux USA. Mais bon, FTX c'était énormément de données. Et les données, qui c'est qui aime ça ? La NSA. C'est leur job d'amasser les données du monde entier. Et avec FTX, ils sont en plein dedans, en toute discrétion. Et si tu te dis que je suis dans un plein délire de complotisme mondial, intéresse-toi un peu à l'histoire de Julian Assange et d'Edward Snowden. J'ouvre une petite parenthèse juste pour te dire que Julian Assange faisait partie des cypherpunks, donc le groupe en fait dans lequel faisait partie aussi Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Mais revenons aux États-Unis et à la NSA. Les USA, en termes de guerre économique, ils ont une politique à très large spectre. C'est-à-dire qu'ils balaient tout sur leur passage. Ils ont récupéré FTX qui, avant sa chute, était le deuxième plus gros échangeur de crypto-monnaies au monde. Ils ont récupéré Binance, sauf que Binance, c'était géré par un fugitif. Littéralement un fugitif. CZ, le patron de Binance, c'est un petit génie. Contrairement à Sam Bankman-Fried, qui lui était vraiment un débile profond, mais qui pensait être intelligent. Un peu comme la totalité de notre gouvernement aujourd'hui. Eh bien, Sam Bankman-Fried, donc SBF, il a cru qu'il était intelligent parce que ses parents étaient à Stanford, parce qu'on lui avait donné des milliards. Quand vous avez des milliards, vous êtes intelligent, c'est logique. Bon, il risquait jusqu'à 114 ans de prison, il en a pris que 25, tant mieux pour lui. Eh bien, pour comparer, CZ, le patron de Binance, lui, il était vraiment intelligent. Pourquoi ? Parce que lui, il avait compris que quand on était dans la crypto, quand on était dans cet univers-là, il fallait pas être aux États-Unis. Donc en fait, la structure légale de Binance était un peu à Singapour, un peu au Canada, un peu par-ci, un peu par-là. Voilà ce que faisait CZ pour Binance, et ça marchait plutôt bien d'ailleurs. Binance était un très bon échangeur de crypto. Et à la bonne époque, quand vous aviez la carte de crédit Binance, vous aviez du cashback en BNB, la monnaie de Binance. Eh bien certains, donc toujours pareil à la bonne époque, certains ont eu un cashback de 100%. C'est-à-dire que tu allais acheter une voiture avec ta carte Binance, tu recevais 10% de cashback en BNB, sauf que, spéculation de la crypto-monnaie oblige, le BNB, il fait x10. Je te laisse faire le calcul, 100% de cashback. Donc en gros, t'achetais une bagnole avec ta carte Binance, ta bagnole était intégralement payée par le cashback que tu avais en BNB sur Binance. Et là, ce que je te raconte, c'est pas du marketing, ça s'est vraiment passé. Il y a vraiment des petits groupes de personnes qui ont eu 100% de cashback et qui donc ont eu leurs achats offerts par Binance. Littéralement. Bon, maintenant, bien sûr, tout ça, c'est fini. Je te parle d'une époque où la carte était encore accessible en France et puis surtout, le BNB devait être à 10-15 $ maximum, peut-être 20 $. Voilà, donc c'était très facile d'avoir 10% de cashback en ayant, je crois que c'était de mémoire, c'est une dizaine de BNB
en staking sur Binance. Donc à l'époque, Binance, c'était vraiment les rois de la crypto. Et être listé chez Binance, c'était vraiment une consécration quand vous aviez un projet crypto. Sauf que la NSA et les USA, ils voyaient pas ça vraiment d'un bon œil. Eux, tout ce qu'ils voulaient faire, c'était contrôler tout ça. Oui, mais avec l'extraterritorialité du droit américain liée au dollar, c'est-à-dire vous faites des transactions en dollars, ah ben vous devez obéir au droit américain. Ah ben non, je suis à Singapour. Ah ben non, je suis au Canada. Ah ben non, je suis ici, je suis là. D'ailleurs, CZ ne foutait jamais les pieds aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est ce que lui reprochait aussi Sam Bankman-Fried. À chaque fois qu'SBF voulait se foutre de la gueule de CZ, qui voulait lui montrer que c'était lui qui avait le meilleur échangeur, il lui disait, moi au moins je peux poser le pied sur le sol américain. Ah ben oui, toi au moins tu peux poser sur le sol américain. Bon, tu viens de prendre 25 ans alors que t'en risquais 114. Mais oui, en effet, tu peux poser le pied sur le sol américain. Mais ça veut surtout dire que CZ, à l'époque, il risquait la prison. Bon, il risquait pas 114 ans, il en a pris que 4 mois. Mais bon, faut pas déconner avec les États-Unis, hein, parce que les Américains, ils ne rigolent pas avec ça. Hein. Et justement, CZ en était parfaitement conscient. Parce qu'il avait beau être milliardaire, il avait beau se déplacer en jet privé, il avait beau faire le tour de la planète, il savait qu'à tout moment, en débarquant dans un aéroport, il pouvait se faire intercepter par Interpol, ou par une autre juridiction d'ailleurs. Et ça se voyait d'ailleurs CZ, qu'il était fatigué, il était tiré, il a beau être milliardaire, franchement, il était usé, le gars. Donc au bout d'un moment, il a accepté sa sentence et il s'est mis en conformité avec l'oncle Sam. Donc il a payé des milliards et il vient de prendre entre 4 et 6 mois de prison. Voilà, terminé. Donc au final, les données de Binance, maintenant elles sont où? Elles sont entre les mains de la NSA. Et la NSA va tout faire pour que le service continue. Et comme avec FTX notamment. Idéalement, ils auraient voulu que le service continue avec FTX, comme ça ils auraient pu continuer de collecter des données, ils auraient continué de pouvoir espionner, de pouvoir faire plein de trucs, compromettre des gens, faire sauter des politiciens, enfin tout ce que la NSA et la CIA savent très bien faire quand ils sont ensemble. Donc qu'est-ce qui se passe là? Binance va continuer contrairement à FTX. Et les USA contrôlent toutes les données, contrôle toutes les datas de Binance. Et ce contrôle des datas, ce contrôle de la donnée, c'est la nouvelle guerre. Avant, on avait les GI et les Marines qui pouvaient envahir un pays juste pour choper un puits de pétrole. Aujourd'hui, il y a la NSA et la CIA qui peuvent faire des vrais OPA pour choper des puits de données. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la crypto? Eh bien, le number one, le grand Binance est tombé. Et aujourd'hui, les États-Unis contrôlent la majorité du système crypto dans le monde. Et donc, dans les transactions mondiales de crypto, c'est la NSA qui contrôle ça. Et même sans aller jusqu'à un contrôle total, on peut dire qu'ils ont à minima une vision sur la totalité des données qui transitent par ces sites. Parce que la majorité des échangeurs sont sous leur contrôle. Et un échangeur américain, il ne doit rester que Crypto.com, dont je ne peux même pas vous dire s'il n'est pas déjà sous le contrôle de la NSA. En matière de données, en matière de qui peut observer, qui peut analyser la donnée. Donc là, on vient de voir que la NSA contrôlait la data, contrôlait la donnée. Alors après, il faut se poser la question du cours, c'est-à-dire l'arme financière. Et qui est très doué pour ça, je vous le donne en mille, la CIA. Créer des hedge funds, créer des sociétés écrans, ça c'est le boulot de la CIA. Et aujourd'hui, avec les ETF crypto-monnaies qui vont être faits par BlackRock, le dernier bastion, c'est le Bitcoin. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je deviens de plus en plus Bitcoin maximaliste. Et si tu veux en savoir plus sur les fondements idéologiques du Bitcoin, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Satoshi Nakamoto. Et tu comprendras pourquoi je suis fondamentalement et idéologiquement un cypherpunk. Je suis profondément contre tous les projets préminés où les fondateurs préminent leur propre crypto-monnaie, se la distribuent entre eux et surtout peuvent à tout moment agir dessus. Alors c'est sûr que d'un point de vue spéculatif, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, je ne suis pas contre toutes les autres crypto-monnaies que l'on appelle les altcoins, mais d'un point de vue purement idéologique, je suis totalement contre. Alors c'est sûr que pour rester totalement objectif et pragmatique, je vais pas aller vous dire que telle crypto est ou n'est pas bonne, telle crypto est ou n'est pas intéressante, mais mon idéal politique, c'est le Bitcoin. Une monnaie qui n'a pas été préminée, qui aujourd'hui est totalement décentralisée, avec aucune possibilité d'en contrôler l'inflation de façon centralisée, et une monnaie qu'on ne peut pas poursuivre en justice. Parce que oui, l'Ethereum, la deuxième crypto-monnaie, il y a une fondation en Suisse, à Zug. Et si cette fondation est poursuivie, vous avez tout l'écosystème d'Ethereum qui se casse la gueule. Alors il survivra, il y aura des gens qui vont le forquer, il y aura des gens qui vont trouver des solutions, mais ce sera complètement dévastateur sur l'écosystème d'avoir la fondation Ethereum qui est poursuivie. Et bien sûr, on peut faire le même constat sur la structure politique de Solana, pareil sur la structure politique d'Avax, de XRP, de toutes les cryptos que vous voulez en fait. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait la force, qui fait la supériorité conceptuelle de Bitcoin.
Bitcoin. Le Bitcoin est vraiment décentralisé. Il n'a jamais été préminé et est vraiment distribué. Mais il est possible de le contrôler. En contrôlant plus de 50% de la puissance des nodes, vous pouvez contrôler Bitcoin. La CIA, le FBI ont essayé, ils n'y sont jamais arrivés, parce que pour y arriver, il faudrait une puissance de calcul phénoménale. Donc quand vous ne pouvez pas contrôler la distribution de Bitcoin en contrôlant sa puissance, qu'est-ce que vous faites? Vous contrôlez son cours. Et comment vous contrôlez son cours? Eh bien ça, c'est grâce aux ETF. Et ça, c'est le boulot de BlackRock. Et là, attention, BlackRock, c'est la plus grosse arme financière que l'humanité ait jamais connue. BlackRock, ils peuvent vous abattre un pays tout entier. BlackRock, c'est l'étoile noire de Star Wars. D'ailleurs, on n'aurait pas dû l'appeler BlackRock, on aurait dû l'appeler Blackstar. Parce que fondamentalement, BlackRock, il vous fait sauter la planète. Et quand vous mettez BlackRock et Vanguard pour essayer de contrôler, de manipuler le cours du Bitcoin, c'est que là, Bitcoin, c'est vraiment sérieux. C'est que Bitcoin, ça leur fait peur. Surtout quand on voit le futur désiré par le World Economic Forum et BlackRock, c'est-à-dire une monnaie digitale de banque centrale qui sera complètement fliquée. Parce que, disons-le, c'est du flicage en violation des droits de l'homme. Et bien sûr, cette e-monnaie pourrait être confisquée à tout moment. Avec, comme cerise sur le gâteau, bien sûr, ce sera une monnaie évanescente. C'est-à-dire qu'elle disparaîtra à la fin du mois ou à la fin du trimestre. Et là, il faudra dépenser tous vos crédits parce qu'on aura remplacé la monnaie du peuple souverain par un bon d'achat avec une date d'expiration. Et bien, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire table rase sur toutes les cryptos. Il faut contrôler qui possède la crypto. Il faut contrôler FTX, il faut contrôler Binance, il faut contrôler crypto.com. Et là, au final, on pourra dire c'est bon, on contrôle tout. Alors évidemment que les puristes, les vrais, comme les cypherpunks par exemple, vous diront cold wallet comme Ledger, ou du moins d'avoir sa propre clé privée sur son propre wallet, comme par exemple MetaMask ou d'autres wallets. Mais bon, en termes d'ergonomie, Tata Ginette, elle sait pas faire ça. Tata Ginette, elle va pas faire ça. Non, Tata Ginette, il lui faut son banquier. Il lui faut son guichet à 8h du mat un samedi matin. Et là, je te renvoie vers ma vidéo où je t'explique pourquoi tu vas acheter du Bitcoin, si tu ne l'as pas déjà fait, bien sûr. Alors, on pourrait s'organiser. On pourrait créer des ateliers de vulgarisation, par exemple. Mais bon, les geeks, ils sont cons. Les geeks, ils sont vraiment cons. Il n'y a qu'à regarder la communauté de Linux, par exemple. La communauté de Linux, aujourd'hui, en matière d'ergonomie, ils sont cons, les gars. Ils pensent que l'ergonomie, c'est pour les faibles. Ils ne veulent pas donner des cours d'ergonomie. Quand on leur parle de distribution Linux avec une bonne ergonomie, comme, je sais pas moi, Ubuntu ou Mint, par exemple, ils vous disent que c'est pour les faibles, ça. C'est des cons. Ils sont bêtes. Ils sont débiles. D'un point de vue purement marketing, ils sont cons. Ils comprennent pas que l'intérêt, si vraiment ils voulaient faire triompher Linux, l'intérêt, c'est que leur grand-mère puisse l'utiliser. Et ça permettrait de diffuser au plus grand nombre. Et ça, c'est pareil pour une grande partie de la communauté des cypherpunks. Ils ne veulent pas faire de vulgarisation. Ils ne veulent pas aider, ils ne veulent pas créer des trucs simples qui permettra à tout le monde d'avoir son wallet, comme par exemple MetaMask, qui permettra à tout le monde d'avoir son wallet sur Brave, par exemple. Et d'ailleurs, c'est sur cette base que j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est-à-dire, mon idée de départ, c'était de vulgariser, c'était de t'expliquer ce qu'était le Bitcoin, ce qu'était la crypto-monnaie. Et pour moi, ce serait vraiment génial si, par exemple, Brave représentait plus de 30% des parts de marché de tous les navigateurs au monde et que tous les utilisateurs de Brave avaient un petit peu de crypto-monnaie dans leur wallet. Ça serait vraiment fantastique d'un point de vue humanitaire. Ça permettrait d'un point de vue politique, ça permettrait d'un point de vue démocratique de rendre le pouvoir au peuple. Parce que le pouvoir monétaire est le pouvoir le plus puissant de tous. Il n'y a qu'à voir comment le pouvoir monétaire achète le pouvoir médiatique pour pouvoir en contrôler les opinions. Déterminer qui sont les gentils, qui sont les méchants. Ce qui est le but de la presse aujourd'hui, non pas de chercher la vérité, non pas de déterminer la vérité, mais de déterminer qui sont les gentils, déterminer qui sont les méchants, et pas de déterminer d'une façon d'investigation. Ah non, surtout pas. Mais de le déterminer d'une façon politique, c'est-à-dire de dire, lui il est méchant, lui il est gentil, lui il a violé des enfants, mais il est gentil, lui il a sauvé des vies, mais il est méchant. Bon, si tout le monde avait MetaMask, si tout le monde avait le wallet de Brave, ce serait fantastique. Mais c'est pas le cas, et une partie des cypherpunks sont en partie responsables, parce que tout comme la communauté de Linux, c'est des cons. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas l'ergonomie. La meilleure des choses, ce serait que l'humanité tout entière ait son propre wallet décentralisé, et que les États ne puissent pas investiguer, ne puissent pas manipuler l'argent. Et donc, pour l'instant, le dernier bastion, c'est Bitcoin. Bon, et aussi Monero et d'autres monnaies qui sont aussi complètement décentralisées et vraiment sécurisées, avec une inflation qui ne peut pas être modifiée. Et comme par hasard, toutes ces crypto-monnaies en question ont disparu totalement, définitivement, de Binance. Bon, c'est bien tout ça, mais à partir de maintenant, comment on fait pour faire sauter la forteresse de Bitcoin? C'est très simple, on fait comme pour l'or, on fait comme pour l'argent, c'est-à-dire JP Morgan, BlackRock ou d'autres manipulent le cours de l'or, manipulent le cours de l'argent depuis des années. Et pour le coup, d'ailleurs, JP Morgan ont été condamnés pour ça. Ils manipulaient le cours, ils se sont fait choper, ils se sont fait condamner, mais ils n'ont pas pris de prison. Non, juste une petite tape sur la main, allez, recommencez plus, c'est pas bien les enfants. Donc tout ça pour dire que quand vous ne pouvez pas contrôler la data, quand vous ne pouvez pas contrôler les fondations, comme par exemple la fondation Ethereum, je sais pas moi, imaginons par exemple demain que Ethereum vous emmerde. Vous arrivez avec des très bons procureurs, avec des très bons juges, et ça la CIA sait le faire, hein.
Ça, la CIA sait totalement le faire. Acheter des juges, acheter des procureurs. Et donc, vous arrivez avec des très bons juges, des très bons procureurs, et vous inculpez la fondation Ethereum. Et tout ça au calme, sans aucun souci. C'est vraiment faisable sans aucun problème. Mais pour Bitcoin, en fait, c'est un cran au-dessus. C'est un cran bien au-dessus. Et ça, c'est le souci pour la CIA. Donc là, en fait, il faut un plan différent. Il faut un plan comme pour l'or, pour l'argent, c'est-à-dire manipulation de cours. Manipulation du cours de l'or, manipulation du cours de l'argent. Et le but avec Bitcoin, c'est de pouvoir arriver à faire ça. Et c'est là qu'arrive BlackRock, c'est là qu'arrive Vanguard, et c'est là que vont arriver toutes les autres banques. L'idée, c'est de contrôler la totalité de l'écosystème crypto, soit par les datas, soit par la pression juridique possible, soit par la manipulation des cours du type pump and dump, et ça grâce aux baleines. Par exemple, le FBI est une des plus grosses baleines de l'écosystème crypto. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tout simplement récupéré énormément de Bitcoin pendant l'affaire de Silk Road. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo si ça t'intéresse. Donc le FBI peut recevoir à tout moment un ordre du département de la justice pour laquelle il travaille, et on peut lui dire, vous vendez tous vos Bitcoins. On peut lui dire, vous donnez tous vos Bitcoins à la CIA. Voilà, c'est comme ça. Tu fermes ta gueule, t'obéis. Tu donnes tous tes bitcoins à la CIA. Puis la CIA fera ce qu'elle veut de ces bitcoins. D'ailleurs, la CIA fait des opérations financières. Ça fait partie de ses attributions de faire des opérations financières clandestines. Donc elle pourrait tout à fait manipuler le cours du bitcoin et créer de la panique, tout simplement. Parce que la CIA est aussi capable de faire du FUD. Donc le FUD, c'est quoi ? C'est Fear, Uncertainty and Doubt. Peur, incertitude et doute. Et donc de faire planer le doute sur tel échangeur ou tel autre échangeur, de faire planer le doute sur telle crypto-monnaie, de contrôler les cours. Tout ça dans le but de créer des paniques. D'ailleurs, on l'a vu avec Terra Luna, parce qu'en plus, la communauté crypto, elle-même, par sa gourmandise et sa stupidité structurelle, elle donne tout simplement les moyens de faire ça. C'est pas comme avec FTX, où c'était le vrai bordel, au sens propre du terme d'ailleurs, parce que ça baisait dans tous les bureaux, ça baisait dans tous les coins, c'était un vrai bordel FTX. Non, FTX, ils ont vraiment tout donné pour faire péter l'écosystème. Voilà, c'est FTX, ils ont foutu le bordel, ils ont vraiment tout donné, ils ont donné le bâton pour se faire battre. Mais pour Terra Luna, c'était différent. C'était une pyramide de Ponzi en fait, et c'était une arnaque. Donc quand Terra Luna a sauté, ça a créé un énorme mouvement de panique sur les cryptos. Mais après tout, ils avaient donné le bâton pour se faire battre aussi. C'est pour ça que Bitcoin, c'est vraiment le bastion. C'est pour ça que Bitcoin ne donneront jamais le bâton pour se faire battre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que BlackRock, Vanguard ont décidé de l'attaquer comme si c'était de l'or. Et en fait, tout simplement, Bitcoin a démontré que c'était lui l'or numérique parce qu'il est attaqué de la même façon que l'or, les lingots d'or, le cours de l'or, le cours de l'argent ont été attaqués par Vanguard, par BlackRock, par JP Morgan, bref. Quand on regarde, en fait, toutes les autres cryptos sont attaquées différemment, que ce soit par le FUD, par la manipulation de marchés politiques. Ils se sont fait poursuivre par des procureurs, par exemple. Enfin bref, il y a plein d'exemples. En fait, tout simplement, les autres cryptos, ils ont montré qu'elles n'étaient pas fondamentalement de l'or numérique. Mais le Bitcoin, lui, il est l'or numérique, pour de vrai. Bon, c'est bien tout ça, mais après, comment aller plus loin ? Déjà, je pense qu'il faut commencer par arrêter de considérer Bitcoin comme l'unique, le seul. Ce qu'il faudrait faire, c'est multiplier les autres crypto-monnaies complètement décentralisées, non préminées surtout. Le futur, ce serait un proof of useful work. Parce que le Bitcoin, c'est du proof of work. Et qu'est-ce que c'est le proof of work de Bitcoin ? Le proof of work de Bitcoin, c'est la preuve de travail de Bitcoin. Ça vient d'un filtre anti-spam qui a été développé par Adam Back, un ancien cypherpunk d'ailleurs. L'idée, c'est en gros que vous avez quelqu'un qui veut vous spammer votre boîte mail. Adam Back, il dit, tu veux m'envoyer un mail ? Ok, par contre, tu fais 40 pompes. Fondamentalement, c'est ça un proof of work. C'est-à-dire que tu veux me parler, tu fais 40 pompes. Comme ça, au moins, j'ai la garantie que ce que tu as à me dire, c'est suffisamment important pour que tu fasses ces 40 pompes avant de venir me parler. C'est ça un proof of work. Donc en fait, faire un effort pour accéder à quelqu'un ou pour pouvoir parler à quelqu'un ou accéder à une ressource, c'est ça un proof of work. C'est une preuve de travail. Et pour un film anti-spam, bien sûr, c'est la machine qui fait des pompes virtuelles. Donc au final, du coup, quelqu'un qui voudrait envoyer 1 million d'emails, de spam, il serait obligé de faire 40 millions de pompes. Parce qu'en fait, mon filtre anti-spam, le filtre anti-spam d'Adam Back, considère que mon entreprise est suffisamment importante qu'elle peut demander à quiconque qui veut lui écrire de faire ses 40 pompes. Ou de faire 3 fois le tour de pâté de maison, par exemple. Imaginez votre voisin veuille sonner chez vous, il soit obligé de faire 3 fois le tour de pâté de maison en courant. Il faut vraiment qu'il ait besoin de vous parler, de venir sonner chez vous pour faire les 3 tours de pâté de maison en courant. Voilà, c'est ça en fait un proof of work. Ça évite les spams. S'il y a des gamins qui veulent sonner à votre sonnette pour vous emmerder, ils vont être obligés de faire 3 fois le tour de pâté de maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont pas le faire, ils vont s'épuiser avant, ils vont aller sonner chez le voisin. Maintenant, le problème du proof of work de Bitcoin, c'est tout simplement qu'il est complètement inutile. Je m'explique.
C'est-à-dire qu'en fait, le proof of work de Bitcoin, il est complètement inutile dans le sens qu'il te fait un travail pour toi, mais qui ne te sert à rien. C'est-à-dire le travail en lui-même est complètement inutile. À quoi ça va te servir à toi que la personne qui veuille te parler, que la personne qui veuille t'écrire soit obligée de faire 40 pompes? Ça va servir strictement à rien. C'est complètement inutile. Alors que tu pourrais lui faire un travail utile. Donc, le proof of useful work. Donc, tu veux m'écrire? Ok. Tu viens ramasser mes pommes. Tu veux m'écrire? Ok, tu viens peindre ma maison. Tu veux m'écrire? Tu viens faire mon ménage. Tu veux m'écrire? Ok, tu viens jeter mes poubelles. C'est ça le proof of useful work. C'est-à-dire que tu demandes un travail utile. Ça filtre les spams, mais en plus de ça, ça te fait faire un travail utile. Eh bien, pour le Bitcoin, c'est pas ça, du tout. C'est d'ailleurs un de ses seuls défauts, c'est-à-dire que tout le travail qu'il fait est complètement inutile. On pourrait lui faire des calculs ultra compliqués en cryptologie chaotique, ou un calcul de théorie des nombres, enfin bref, il y a plein d'exemples. Et en fait, il y aurait plein de proof of useful work qui pourraient être faits pour des nouvelles cryptos qui cohabiteraient avec le Bitcoin, pour augmenter sa résilience. Parce que être décentralisé, c'est bien, mais que tout dépendre d'une seule et unique crypto-mère qui a été la seule à être complètement honorable et pure, à ne pas être préminée, à ne pas être corrompue par l'appât du gain. Parce que le préminage, fondamentalement, c'est ça, et c'est l'appât du gain. Eh bien, c'est la seule. Bon, avec Monero, bien sûr, et encore quelques-unes d'autres, mais c'est la seule. Et il devrait y en avoir d'autres. Ça, ce serait bien. Donc que d'autres idéalistes, que d'autres cypherpunks décident de faire des monnaies encore meilleures que le Bitcoin, pas des saloperies. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder ce que Adam Back pense de l'Ethereum. Adam Back, qui est un Bitcoin maximaliste, pense que l'Ethereum, c'est la mère de tous les shitcoins. C'est la mère de toutes les pires crypto-monnaies qui existent au monde. Eh bien, de nouveaux idéalistes comme ça qui fassent de nouvelles crypto-monnaies parfaites sur la base de Bitcoin, ce serait pour moi la meilleure des façons de rendre le pouvoir monétaire au peuple. Mais pour l'instant, l'Empire est en train de gagner. L'étoile noire, BlackRock est en train de gagner. La NSA s'est emparée des données de Binance et les États-Unis contrôlent ce qui reste de FTX. Pour l'instant, l'Empire contre-attaque face au Jedi Bitcoin. Eh bien, il ne tient qu'au nouveau Jedi de créer un nouveau camp rebelle pour la crypto-monnaie et de sauver l'humanité de la centralisation à outrance, fasciste et dictatoriale de sa monnaie qui l'attend d'ici 2035 si elle ne fait rien. C'était Néotaz. Je te dis à bientôt sur YouTube et sur Spotify maintenant. Ciao.